Nous sommes le jeudi 23 octobre, il est 18h à Paris et à Bruxelles, 16h en temps universel, vous écoutez RFI. Le journal en français facile. Diane Berger. Le pétrole russe dans le viseur des États-Unis et de l'Union européenne. Washington et Bruxelles viennent de prendre une nouvelle série de mesures économiques contre Moscou. Objectif, limiter les rentrées d'argent qui servent à financer la guerre en Ukraine. Nous écouterons ensemble la réaction du président de la Lituanie, convaincu que cela va changer la situation sur le terrain. Le chef de la diplomatie américaine vient d'arriver en Israël. Il critique les projets israéliens d'annexion de la Cisjordanie et il veut renforcer le cessez-le-feu à Gaza, où les journalistes internationaux n'ont toujours pas le droit de se rendre malgré la trêve. Un recours à la Cour suprême israélienne a été rejeté pour le moment. Et puis c'est le retour des Gaulois les plus célèbres de la bande dessinée. Astérix et Obélix, le 41e album de la saga, les emmène au Portugal. Pour arrêter la guerre en Ukraine, il tape la Russie au portefeuille. Les 27 pays de l'Union européenne ont adopté aujourd'hui un nouveau paquet de sanctions contre Moscou, des mesures qui ciblent les hydrocarbures russes. Les États-Unis ont décidé de leur côté de viser deux géants du pétrole russe, les entreprises Rosneft et Lukoil. Un pas salué par le président lituanien Gitanas Nausėda à son arrivée au Conseil européen à Bruxelles ce jeudi. Je pense que cela va changer la donne. Ces sanctions imposées aux entreprises russes, Rosneft et Lukoil, affecteront directement l'industrie du pétrole et du gaz qui génère les revenus de la machine de guerre russe. Je pense donc qu'il y a eu suffisamment de temps pour comprendre que l'on ne peut négocier avec la Russie qu'en affichant la force et en mettant le pistolet sur la table. Qu'est-ce que cela signifie pour l'Europe ? Bien sûr, nous devons nous aligner. Nous avons également fait un très bon pas en avant en imposant le 19e paquet de sanctions qui affecte Gazprom, un autre géant de l'industrie pétrolière et gazière russe. Et je vois que le Royaume-Uni et d'autres pays au vu similaire se sont ralliés à notre cause. Je pense que c'est une très bonne façon de procéder et que tôt ou tard, la Russie sera obligée de s'asseoir à la table des négociations et d'entamer les discussions. Conséquence immédiate de ces sanctions, le cours du pétrole est en hausse. Vladimir Poutine, le président russe, déclare lui ce soir que les sanctions américaines sont sérieuses, mais sans impact significatif, je cite. Autrement dit, cela n'aura pas de grosses conséquences, selon lui, sur l'économie russe. Encore une fois, Moscou s'en prend à la presse. Un drone russe a tué 2 journalistes ukrainiens à Kramatorsk, dans l'est de l'Ukraine. Un 3e journaliste a survécu, il est hospitalisé. Selon leur chaîne de télévision Freedom TV, l'appareil les a ciblés alors qu'ils se trouvaient à bord d'une voiture à l'arrêt dans une station-service. Je cite le président ukrainien Volodymyr Zelensky, « Il ne s'agit pas d'accident ou d'erreur, mais d'une stratégie russe pour faire taire les voix indépendantes. » Paris fait part de son soulagement après la libération d'un cycliste français emprisonné en Russie, Sofiane Seili. Arrêté le mois dernier, il a finalement été condamné à une amende pour avoir traversé illégalement la frontière dans l'extrême-orient russe. Il risquait pour cela jusqu'à 2 ans de prison. Le journal en français facile. Donald Trump prévient, si Israël annexe la Cisjordanie, le pays perdra le soutien des États-Unis. En effet, la Knesset, le Parlement israélien, a voté hier 2 textes pour étendre l'autorité israélienne sur le territoire palestinien occupé, un projet qui inquiète les autorités américaines, pourtant les plus fidèles alliés de l'État hébreu. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio vient d'arriver en Israël et il a prévenu un tel projet menace la trêve à Gaza. Elle est toujours officiellement en vigueur, mais elle est très fragile. Les frappes israéliennes sont quasiment quotidiennes. Il faut aussi souligner que les journalistes étrangers n'ont toujours pas accès au territoire palestinien. Interdiction d'y aller depuis 2 ans et cela va encore durer pendant 1 mois au moins. L'association de la presse étrangère a fait un recours devant la Cour suprême israélienne. C'est peine perdue pour l'instant, Nicolas Roca.
À nouveau, le gouvernement israélien se voit accorder un délai par la Cour suprême. Dans 30 jours, les autorités devront apporter une réponse adaptée aux changements sur le terrain. Comprenez le cessez-le-feu. Jusqu'ici, le gouvernement refuse tout accès indépendant pour la presse à l'enclave palestinienne, invoquant des raisons de sécurité pour les journalistes comme pour ses soldats. Les rares entrées se font sous contrôle très étroit des militaires israéliens. L'association de la presse étrangère se dit déçue par la décision de la Cour suprême et renouvelle à nouveau sa demande pour un accès immédiat à Gaza. Depuis plus de 2 ans, seuls les journalistes palestiniens enfermés dans l'enclave couvrent ce qui est qualifié de génocide par une commission indépendante des Nations Unies comme par plusieurs associations internationales et israéliennes. Un travail qui s'effectue dans des conditions effroyables, selon Irène Khan, rapporteure spéciale des Nations Unies pour la promotion et la protection du droit à la liberté d'expression. Il s'agit de la guerre la plus meurtrière pour la presse au XXIe siècle. D'après le décompte de l'ONU, plus de 250 journalistes palestiniens ont été tués à Gaza. Nicolas Roca, Jérusalem, RFI. Ajoutons que la reconstruction de Gaza s'annonce complexe et chère selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Il faudra au moins 7 milliards de dollars juste pour reconstruire le système de santé du territoire palestinien, les hôpitaux, les cliniques ravagés après 2 ans de guerre entre le Hamas et Israël. Israël a aussi organisé aujourd'hui des frappes dans l'est du Liban. L'armée israélienne annonce avoir visé des sites liés au Hezbollah, allié du Hamas et de l'Iran, un camp militaire et un site de production de missiles de précision, plus exactement. Il y a 2 morts selon le ministère de la Santé du Liban. C'est un revers pour le principal parti d'opposition au Bénin. À quelques mois de la présidentielle, la Commission électorale nationale autonome rejette la candidature de Renaud Agbodjo, le représentant des démocrates. Il n'a pas reçu suffisamment de parrainage, suffisamment de soutien. 2 autres candidats sont qualifiés. L'actuel ministre des Finances, Romuald Ouagdagni, proche de l'actuel président Patrice Talon, et l'opposant Paul Unkpe, sous les couleurs du FCBE. L'élection aura lieu au mois d'avril prochain. Une page de culture pour terminer ce journal en français facile avec le retour d'une bande dessinée culte, le nouvel album des aventures d'Astérix et Obélix, disponible à partir d'aujourd'hui dans les librairies. Les personnages ont été créés en 1961 par Goscinny et Uderzo. Maintenant, ce sont Fab Caro au scénario et Didier Convar au dessin. Et cette fois, ils ont choisi de faire voyager les irréductibles Gaulois au Portugal, ou plus exactement en Lusitanie, comme on l'appelait au 1er siècle avant Jésus-Christ. Sophie Torlotin. Astérix et Obélix ont déjà exploré la Suisse, l'Angleterre ou l'Égypte, mais ils n'étaient jamais allés au Portugal. Et pourtant, avec Viriat, héros national ayant combattu les troupes romaines, il y avait des points communs avec la résistance des irréductibles Gaulois. Mais moi, je savais pas que c'était aussi attendu. Le scénariste Fab Caro. Quand j'ai eu l'idée de la Lusitanie, j'ai eu l'impression d'avoir une idée inédite, une idée de génie. Et en réalité, j'ai appris que ça faisait longtemps que les lecteurs attendaient la Lusitanie. Fidèle à l'esprit de la série, le scénariste joue avec les symboles et stéréotypes du Portugal. Comment aborder le peuple portugais ? Ça m'a sauté aux yeux quand j'ai découvert cette saudade, cette espèce de mélancolie un petit peu fataliste et une gaieté triste. Et je me suis dit, ça peut être une bonne porte d'entrée pour en faire un élément de comédie et quelque chose que je trouve très attachant aussi, très beau. Le dessinateur Didier Conrad trouve dans ce voyage matière à s'amuser graphiquement. Là, c'était particulièrement intéressant à faire parce qu'il y avait beaucoup de documentation. Donc, en fait, j'ai travaillé en louchant sur l'album en Hispanie pour que ça ne ressemble pas du tout. Tiré à plus de 5 millions d'exemplaires et disponible dans 25 pays, cet album d'Astérix est la plus grosse vente de l'année pour le groupe Hachette. L'enjeu est tel que l'album est resté secret jusqu'à sa mise en place ce jeudi. Sophie Torletin du service culture de RFI qui nous présentait donc Astérix en Lusitanie. Précisons que ce sera le thème de l'émission Décryptage ce soir sur RFI. Astérix, les clés d'un succès vieux de 65 ans. Ce sera donc tout à l'heure et à retrouver en podcast. En podcast, vous pouvez aussi réécouter ce journal en français facile si vous avez besoin de vérifier un point, un détail, un mot de vocabulaire. Ce sera cette fois sur françaisfacile.rfi.fr. Il y a même un script pour vous aider donc de la version écrite. Merci d'écouter Radio France Internationale.